L'idée, c'est de pouvoir effectivement parler en quelques instants de ce qui peut amener des transformations et amener quelques petites idées simples ou choses simples pour progresser dans nos activités de club équestre ou de club poney. J'aime bien partir de cette citation de Bonatti, qui n'est certes pas un équitant, mais un grimpeur, un alpiniste, un aventurier, qui disait qu'il y a déjà de ça presque une trentaine d'années que dans le chaos des contradictions modernes, on cherche l'aventure et on finit par l'acheter préfabriquée. Ça illustre bien un petit peu mon propos, et l'idée de cette séquence, c'est un petit peu de glisser comme ça depuis la terminologie, pour rebondir sur ce qu'a évoqué Patrick Mignon à l'instant, le vocabulaire qui a évolué, et on va voir en quoi ce vocabulaire a évolué, nous permet également d'évoluer dans nos pratiques sportives d'enseignants, d'accueillants, de quittants. On va traiter dans un premier temps de la partie donc qualité, comment je fais pour fidéliser mes clients, comment je fais pour fidéliser mes cavaliers, et puis ensuite on touchera très rapidement sur le marketing, parce que le marketing va venir s'adosser avec une méthode à peu près similaire à celle de la démarche qualité, va venir s'adosser sur la recherche de clients, et donc aller chercher de nouveaux adhérents, de nouveaux clients, de nouveaux cavaliers. Et une fois qu'on les a fidélisés, bien entendu, ça sera l'enjeu, ça sera de pouvoir travailler sur ces deux panels en même temps, sur ces deux tableaux, sur ces deux activités ou sur ces deux outils. Vous l'avez vu, notre activité a évolué. Lorsqu'on a débuté un petit peu dans les années 60, on appelait ça les APS. Pour les plus anciens, vous avez ça en tête. Et puis petit à petit, ça a évolué vers le thème d'APPN. Alors APS, c'était activité physique et sportive dans les années 60. Et à l'époque, les années 60, c'était l'alpinisme, c'était le ski, l'équitation, bien entendu. Et ça a évolué pour aller ensuite vers les APPN, activité physique de pleine nature. On a tombé le terme de physique pour aller plus simplement sur les activités de pleine nature dans les années 90, et puis on a voyagé entre sport et activités de plein air à la fin des années 90 pour arriver au sport de nature au début des années 2000, et en même temps qu'arrivaient les sports de nature, arrivait parallèlement l'artificialisation de ces activités. L'artificialisation, c'est quoi? C'est par exemple que aujourd'hui le ski ne se pratique plus forcément à la montagne et indoor, vous le savez, vous avez entendu des infos là-dessus. On arrive à pratiquer du ski sur de la neige artificielle dans des aires ou plus proche de chez nous, à Abbeville par exemple, dans le nord de la France. C'est également de pouvoir faire du canyon artificiel. On a 2 centres de canyon artificiels, il y en a un à Argelès-sur-Mer qui est en extérieur, et il y en a un au-dessus de Nice qui est en indoor complet avec 3 bassins pour pratiquer l'activité du canyon. Mais également, c'est l'arrivée plus proche de nous dans les villes de l'activité comme artificielle de pleine nature dans les centres commerciaux. Ça sera la grande révolution de demain probablement, au-delà bien entendu de cette artificialisation ou de cette virtualisation des activités de pleine nature. L'idée, c'est de rester lié à ces activités de pleine nature, ou de nature tout simplement, puisque depuis les années 2010, on a encore enlevé un terme de pleine nature pour appeler ça plutôt les loisirs de nature. Et là, on va glisser dans un milieu qui est celui de le milieu naturel, avec comme définition le but de progresser avec ou sans engin. Alors très souvent, lorsqu'on est dans les secteurs de la montagne, les engins, ça va être les skis, les crampons ou autres. L'engin ici peut être également le poney, le cheval, le carrosse ou la carriole. Et l'objectif de ces activités en milieu naturel, ça va être très certainement une activité qui est centrée sur soi-même, avec 2 particularités intrinsèques. L'incertitude des milieux, à la fois donc météo, à la fois climatique, à la fois technique de progression, et les risques qui sont liés à ces incertitudes-là. Sans aller plus loin, on travaille aussi sur 4 dimensions qui sont importantes. La dimension physique, quel que soit le pratiquant, quelle que soit l'activité. La dimension, bien entendu, physiologique, avec une très forte concentration sur tout ce qui est hygiène de vie aujourd'hui et la question du bien-être dans nos activités, dans notre vie de tous les jours. Dimension psychologique qui est très centrée sur la logique d'hédonisme, et une dimension sociologique. On en a parlé largement tout à l'heure. La nature devient donc de plus en plus un terrain de jeu et un terrain d'aventure. L'idée étant que ces activités liées à la nature sont encadrées par une complexité des milieux et des risques, on vient de l'évoquer.
Et cette complexité évolue selon 4 schémas également. Complexité des pratiquants. Est-ce que dans mon groupe, est-ce que dans mon club, j'ai des pratiquants du même niveau? Est-ce que je peux et est-ce que je suis capable de faire des cours, de faire des stages avec un même niveau? Ou est-ce que je vais pouvoir aussi, par réponse à une demande des familles ou des pratiquants, pouvoir pratiquer différents niveaux dans le même groupe d'activités? L'environnement, est-ce que je pratique en urbain? Est-ce que je pratique en campagne? Est-ce que je pratique en montagne? Est-ce que je peux sortir de mon centre équestre ou est-ce que je suis obligé d'y rester? Et bien entendu, on a aussi la difficulté, lorsqu'on est en extérieur, en milieu naturel, du risque météo et des risques qui, eux, sont objectifs. L'encadrement, c'est bien entendu le moniteur, mais pas que le moniteur. C'est tout l'encadrement du centre équestre, depuis le personnel d'accueil, s'il y a du personnel d'accueil, jusqu'à personnel qui s'occupe effectivement des soins aux chevaux. Et tout ce personnel-là, tout cet encadrement-là, a bien entendu une fonction importante dans l'activité de sport en pleine nature. Et enfin, bien entendu, cavalerie et matériel, qui doivent être certes adaptés, mais qui aussi dépendent aussi de l'activité dans laquelle on évolue. Là, on vient de voir que l'on va aborder de nouvelles attentes pour le côté public, pour le côté pratiquant. Ces nouvelles attentes sont centrées de plus en plus avec cette évolution de la terminologie, avec ces besoins qui sont de plus en plus prégnants, de moins en moins de techniques, de moins en moins d'efforts pour apprendre et de plus en plus d'expérience et d'émotion. Globalement, si je peux arriver dans un centre équestre, monter sur le cheval, sur le poney, en selle, c'est ça, sans faire d'effort, et que je puisse faire un super galop comme ce que je vois dans les films d'aventure ou dans les activités que j'ai, dans le rêve que j'ai, là, si vous m'avez donné ça, vous êtes au top, et puis je reviendrai demain et j'amènerai mes enfants. De fait, c'est davantage aller vers une nature qui devient un terrain de jeu et un terrain d'aventure avec son poney. Alors, certes, ce qui va être le plus compliqué, c'est de pouvoir fidéliser nos cavaliers. Et pour fidéliser ces cavaliers, je vous propose, à partir de ces éléments de réflexion, d'aborder la notion de qualité. 6 idées reçues sur la qualité. La plupart du temps, on peut entendre dire que la qualité ne concerne que le produit. Certes, ça concerne que le produit, mais il n'y a pas que le produit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir autour du produit, si ce n'est que toute entreprise vend un produit? Mais il y a également tout ce qui fait la différence autour de ce produit. On l'a évoqué tout à l'heure, l'accueil, le clubhouse, les conseils, la communication qui est en amont et la communication qu'il peut y avoir en aval, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième idée reçue, la qualité coûte cher. Chaque fois que je me déplace dans une entreprise, que ce soit une entreprise de loisirs ou une entreprise de production traditionnelle, on me dit oui, mais la qualité, tu te rends compte ce que ça va nous coûter, il faut un personnel spécialisé, il faut faire des enquêtes, etc. Parce qu'on a une seule fois, on s'est penché sur ce que coûtait la non-qualité. Et la non-qualité, en fait, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire qu'on a fait enfin, c'est pas moi qui fais ces études, mais on a des laboratoires très importants ont fait des études qui ont estimé qu'en France, la non-qualité coûte environ 300 francs par mois et par salarié. Je vous laisse faire l'addition ou le calcul par rapport à votre propre structure. Troisième idée reçue, le zéro défaut est impossible. Alors là aussi j'ai un doute sur cette affaire-là, parce qu'est-ce qu'on peut se satisfaire de 99% de qualité? C'est-à-dire que derrière, est-ce qu'on peut imaginer une seule fois qu'un service ne soit pas allé jusqu'au bout? Comme par exemple un train qui n'arrive pas à l'heure, comme par exemple un avion qui ne pourrait pas atterrir à Orly ou à votre lieu de destination de vacances. Donc ça c'est impossible, et évidemment la qualité et le zéro défaut existent, tout au moins on a une obligation de moyens dans ce sens-là. La qualité, c'est plus de travail. Pas sûr que ça soit plus de travail, la qualité. En tout cas, ce qui j'entends devant moi, c'est une question d'organisation, effectivement. Et la plupart du temps, si on évalue les surcoûts que représente la non-qualité, on sera tout à fait surpris lorsqu'il faut reprendre un travail ou lorsqu'il faut refaire une activité. La qualité est une affaire de spécialistes, et alors là je vous dirais que vous êtes tous des spécialistes de votre activité et de l'accueil de votre activité. Et donc il n'y a aucun souci pour faire de la qualité, et l'une des premières qualités du qualiticien, c'est de savoir écouter pour éliminer toutes les causes d'insatisfaction. Et l'écoute, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pratiquement ce que l'on est capable de faire au mieux dans nos centres. La qualité, j'en fais toujours, et tous les jours. Ok, ça c'est certainement vrai et ça ne se remet absolument pas en doute. Sauf que de l'autre côté, il y a en face de nous le pratiquant, le jeune
ou les parents, ou le cavalier adulte. Et est-ce que c'est vraiment la qualité que lui, il attend? Là, encore une fois, je vous remets cette question à votre réflexion. 4 étapes très rapidement pour parler qualité. J'aimerais bien savoir où j'en suis dans mon timing. C'est parfait, j'ai plus d'heures là-dessus, quoi. Donc, je vais y aller. Je ne doute pas que notre animateur va me ressortir le timing dans un instant. 4 items, tout simplement. Vous avez vu, c'est une petite roue. L'idée de qualité, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Un jour, je fais de la qualité, le lendemain, je n'en fais plus. C'est quelque chose qui va progresser et qui va s'améliorer et qui va se démarcher au quotidien. Et cette notion de qualité, cette notion d'animation continue part de votre centre équestre, part de vos activités pour la prévoir, c'est-à-dire quelle est la définition de la politique qualité et la stratégie en matière de qualité que je veux mettre au cœur de mon centre équestre. La mettre en œuvre, une fois que l'on a défini cette qualité, c'est quelques actions très simples, un processus opérationnel qui va me permettre d'améliorer à la fois l'accueil, oui, à la fois le centre, les espaces de détente, à la fois la gestion de mon personnel, à la fois la maîtrise de mes sous-traitants et puis la communication. Alors vous voyez que la qualité, ça ne touche pas simplement le cours qui débute une fois que les élèves sont dans la carrière et une fois que les élèves sortent de la carrière, mais va toucher bien entendu l'ensemble des processus de l'activité ou de l'entreprise. Une fois qu'on a mis en place ces processus, il faut vérifier que ça fonctionne bien. Alors, et évaluer bien entendu cette performance. Il peut y avoir des enquêtes de satisfaction, il peut y avoir des tables rondes, mais encore une fois, je reviens à l'outil le plus simple, c'est discuter avec nos cavaliers, discuter avec notre staff, discuter avec nos fournisseurs, discuter avec nos communicants et les écouter et de façon à pouvoir traiter les réclamations. Le traitement des réclamations, c'est ce qui va nous coûter le moins cher pour à la fois fidéliser et faire revenir les gens qui pratiquent nos activités. Et en fait, on repart encore dans un principe de mise en place d'actions. Une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a touché du doigt ce qui pouvait être amélioré, on met en place des actions qui vont permettre de corriger tout cela. Très certainement, je reviens sur écouter, donc ce qui veut dire que également il y a des attentes et il y a des besoins à satisfaire. Et le premier besoin à satisfaire, c'est de garantir la fiabilité et l'exactitude des activités ou des services que l'on a proposés dans leur ensemble, bien entendu. Il ne s'agit pas de démarrer à l'heure et de finir à l'heure. Il s'agit également de pouvoir accueillir. Il s'agit également de pouvoir montrer que les chevaux ou les poneys sont en bonne santé, sont bien traités, etc. Et que le personnel est content aussi de bosser dans ce centre équestre. Fiabilité des services et disponibilité de l'ensemble du staff de l'activité pour pouvoir s'adapter au rythme du client. S'adapter au rythme du client, s'adapter au rythme du pratiquant. On est là sur 2 échelles qui sont les échelles les plus faciles à satisfaire. Ah, ça fonctionne pas dans le sens que je le souhaiterais. Je dirais que d'une certaine manière, ces 2 premiers étages de la pyramide de satisfaction des attentes du client sont les étages qui sont le plus faciles à résoudre. Parce que bien souvent, on a des indicateurs qui sont faciles à tenir là-dessus. Montrer au client qu'il est important et être attentif à ses attentes, là, ça commence à devenir quelque chose de complexe. Certains vont venir pour la compétition, d'autres vont venir pour des balades, d'autres vont venir pour du dressage, d'autres vont venir pour tout simplement s'amuser avec son poney. Donc, comment on fait pour effectivement répondre à toutes ces attentes et lui montrer qu'il est le plus important, ce fameux client, et qu'on arrive à les satisfaire dans l'ensemble de ses attentes. Et le dernier, c'est le conseil. Alors le conseil, on s'est rendu compte que les entreprises qui allaient fidéliser le plus leurs clients sont celles qui sont capables de permettre à leurs clients d'apprendre. Encore une fois, cette notion d'apprentissage n'est pas forcément basée uniquement sur la technique, c'est-à-dire sur la progression de l'équitation, mais apprendre aussi de l'environnement du cheval, apprendre aussi, ou du poney, apprendre aussi de l'environnement naturel, puisque la plupart du temps, on est à évoluer dans ce milieu naturel et dans ses activités. Donc cette sensibilité, cette volonté d'apprendre ou d'attente d'apprendre du client ou du jeune pratiquant, elle est très variée. La plupart du temps, c'est apprendre tout simplement à se faire plaisir et à avoir envie de revenir. On a dit les 2 premiers étages, c'est la notion de référentiel, quelque chose qui est facile à mesurer. Les 2 derniers étages, c'est ce qui relève du niveau de vos compétences propres intrinsèques à votre centre. Très rapidement, en 2 mots, l'équitation, une activité de loisir en milieu naturel. Vous avez ici un panel d'activités pour découvrir, pour apprendre, pour partager dans ce besoin de nature et d'espace, pour profiter de cette nature. L'idée étant de donner du sens à nos activités de façon à ce qu'on puisse développer à la fois un cadre de pratique agréable et un cadre de pratique qui soit différent du quotidien.
L'idée est bien cela, c'est d'amener cette rupture un petit peu entre ce que l'on va faire tout au long de la semaine et ce que l'on va pouvoir pratiquer et faire revenir tous les mercredis pour permettre justement aux jeunes de revenir tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches ou à l'occasion des petites vacances scolaires ou des vacances scolaires. Un exemple très simple d'activité mesurée pour satisfaire et fidéliser la clientèle des prestataires d'activités de pleine nature a été la mise en place d'un label un petit peu adapté à l'image des labels que vous avez développés à la Fédération française d'équitation. Pour répondre aux attentes des clients, les prestataires d'activités de pleine nature à Millau ont développé un label qui s'appelle le label Style Millau, qui s'appuie sur le label qualité tourisme, très proche du label que vous avez, avec comme objectif effectivement à la fois la fidélisation des clientèles et des prestataires, et à la fois l'idée de pouvoir faire revenir également les clients, les pratiquants, les touristes sur la destination Millau. Le résultat en 3 années d'activité de ce label ou de développement de ce label, c'est davantage de clients, des clients qui sont plus satisfaits et des clients qui vont avoir envie de revenir, donc plus de résultats économiques pour les structures. Les 10 engagements, vous les connaissez, on n'est pas loin de ce que vous avez dans la fédération, avec tout ce qui est réglementaire, information, promotion, etc. Mais il y a 2 items qui sont assez intéressants. C'est de s'intéresser à la pratique de l'activité, au développement et à la recherche des émotions par les clients. Et le deuxième item qui est très, très intéressant, alors bien entendu, il y a les sous-items qui sont développés derrière, c'est le réseau des prestataires d'activités de pleine nature entre eux et la valorisation du territoire, la valorisation de l'environnement. L'idée était bien entendu d'approcher cette notion de convenience, j'y reviendrai dans un instant, d'écoute du client avant l'activité, pendant l'activité et après l'activité. Et puis l'idée bien entendu c'est de faire vivre des émotions pour qu'ils puissent revenir. Ces émotions qui sont attendues par le client. L'arme fatale, c'est l'écoute d'une structure. Vous la connaissez, la plupart du temps, le premier vecteur, le premier commercialisateur de notre activité, c'est le bouche à oreille. Donc pas besoin de développer des centaines de milliers d'euros sur de la com, des sites internet, etc., etc. Bien sûr que ça sert, mais le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus fatal. Et 90% des clients qui sont satisfaits d'une activité vont être en capacité de générer une vente. Par contre, dans cette idée de démarche d'amélioration, un client satisfait va donc pouvoir transmettre de l'information à 3 autres personnes. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand un client est mécontent? Alors on dit 16, 12, etc. Ouais, peu importe le nombre, mais en tout cas c'est exponentiel. Un client mécontent va en parler et transmettre de l'information à 12 personnes. Mais également un client qui réclame, un client qui va venir vous dire ben ça c'était pas terrible, ou le clubhouse ça serait bien s'il était un peu, il y en a 24 qui vous disent rien. Donc cela, on ne pense pas moins. Hein, et qui n'en pensent pas moins. Non seulement qui n'en passent pas moins, qui vont garder le silence, et sur ces 24 qui vont garder le silence, 22 sont des clients qui sont perdus à tout jamais pour l'entreprise, voire même pour l'activité, si rien n'est fait pour satisfaire ou pour les écouter tout simplement. Alors l'écoute, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Vous l'avez dépassé depuis 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'écoute très rapidement, donc j'y reviendrai tout à l'heure, ou on finit comme ça? Non, non, finissez. Finissez très rapidement. Alors, donc l'idée c'est de pouvoir recruter. Nouvelle tendance, une interrogation. Vous avez vu tout ce qui arrive en face de nous. Donc là, je bascule sur le côté marketing. Donc marketing, ça veut dire aller chercher de nouveaux clients. Aller chercher de nouveaux clients, ok, mais vous avez vu tout ce qui est en face de nous? Alors là, j'ai pris quelques activités extérieures, mais toutes les autres activités qui sont concurrentes de notre propre activité, de l'équitation. La question, c'est qu'est-ce que ça dit des attentes et des besoins des pratiquants, toutes ces nouvelles activités? Et quels sont les indices ou les incidences pour nos activités sur les Poney Club? Je brosse très vite l'affaire du plan marketing, 4 étapes, on pourra y revenir dans d'autres occasions. Vous avez certainement des ateliers ou des activités au niveau de la Fédé qui peuvent vous apprendre là-dessus. Je ne dirai qu'un mot pour aller très très vite. Le plus important, c'est la partie 1, l'analyse. L'analyse de son marché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'attendent nos clients, qu'est-ce qu'attendent nos pratiquants et ceux qui ne viennent pas. Qu'est-ce qui se passe en termes de concurrence? Et la concurrence, il y en a 2. Il y a la concurrence interne, c'est-à-dire les autres centres équestres qui sont autour de chez nous. Alors, on m'a dit, attention, ne dis pas que c'est de la concurrence, il faudrait travailler en complémentarité. Très bien, et justement, le plan marketing ou une démarche marketing va nous amener, avec ces autres centres équestres, à trouver des partenariats et à trouver des points de convergence et des points de divergence sur lesquels on va pouvoir s'entendre. De façon à pouvoir développer des stratégies, et ces stratégies communes ou individuelles vont nous permettre effectivement de pouvoir nous affranchir de la communication, nous affranchir de la commercialisation, nous affranchir
du montage d'activités qui seront dans les phases 2 et 4, montage d'activités avec des petites activités pour nos jeunes. Très vite aussi, si j'arrive à passer tout ça, je passe sur ces trucs-là. Oui, ça n'a pas d'intérêt de toute façon, vous n'aviez pas Juste vous montrer un truc. Regardez en termes de communication comment on a évolué complètement là-dessus. Il y a quelques années, je travaillais pour une structure, on monte un séjour de poney. On monte un séjour de poney, une semaine de poney. Et là-dessus, regardez comment on communique aujourd'hui. Il y a sur l'activité de communication, le plus important, c'est la partie qui est en haut, l'image. Un tiers de la com, un tiers de l'espace communication est dédié à l'image. Pour pouvoir avoir cette communication dédiée à l'image, c'est bien entendu le plan marketing en haut qui vous a donné les éléments pour communiquer et monter votre produit. Mais regardez aussi comment ces images évoluent. Je n'ai pas d'image technique. Par contre, j'ai des images de plaisir. Regardez les deux gamins qui mangent un sandwich. Rien à voir avec l'activité équitante. Par contre, c'est ce qui se passe avant ou après l'activité, le sandwich. Ou peut-être même pendant. Je fais une balade, et puis au milieu de la balade, je sors le sandwich des sacoches du poney, et puis on fait une petite pause, on regarde les fleurs qui y a à côté, ou les arbres qui y a à côté, et puis on remonte en selle pour rentrer. C'est pratiquement tout aussi important que le temps qu'on passe en selle et le temps qu'on passe après l'activité. Un tiers du texte est destiné aux parents. Ça les rassure dans la communication. Mais, comme nous le disait tout à l'heure le collègue, il y a également les enfants. Et les enfants sont de plus en plus décideurs. Donc, un tiers du texte, même lorsqu'un enfant est jeune, s'adresse aux jeunes. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci André Galli.